Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour la dernière émission de la semaine. Nous sommes le vendredi 19 septembre 2025. Il est 19 heures et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Chloé Framery qui vient cette fois nous présenter une forme de conférence, on peut le dire, sur l'OMS, mais pas que. On va aussi parler de la Suisse et de l'Union européenne. Donc installez-vous confortablement, mettez un petit pouce pour le référencement, abonnez-vous à la chaîne, sachant que vous êtes plus de 60 000 désormais. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à diffuser un maximum l'information, puisque ce soir, on va essayer de rendre ce sujet dynamique avec des partages d'écran, des dossiers, etc. Les ouvrages derrière moi pour accompagner le tout, puisque Chloé est venue déjà lundi dernier dans la 400e émission pour rendre hommage aux suspendus. Et le 27 juin dernier, elle venait nous présenter La Suisse au cœur, qui est toujours disponible en vente. Le lien est en description. Biographie d'une résistante des années 2020. Nous avons aussi Pierre Matt avec l'agenda 2030 et Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. Partie 2 de mon ami Jean-Michel Jacques Marafestin, qui prépare d'ailleurs un nouveau livre prochainement sur l'arnaque climatique, je n'en dis pas plus. Nous avons aussi Joseph Gaudin, Covid-19 Gate, à côté de Claire Sévrac, bien sûr, la guerre secrète contre les peuples. L'OMS menace pour l'humanité de Jacques Cassou et Patrick Pazin, que j'ai reçu récemment. Non-assistance légale à personne en danger du docteur Benoît Ox. Ensuite, Hold Up sur la vérité du docteur Jean-Jacques Charbonnier. Franc-maçonnerie et politique de Serge Abad-Gaillardeau. Et pour finir, l'intégrale de Serge Monast. Je rappelle à titre personnel que je n'ai aucun lien d'intérêt avec Chloé Framery, étant apartisan et asyndical, mon casier judiciaire est vierge et je ne suis pas suicidaire, je suis totalement indépendant intellectuellement et financièrement, autrement dit je ne suis pas franc-maçon, ni membre du Rotary Club, Lions Club ou de quelque réseau que ce soit. Je rappelle bien sûr que mon invité est entièrement responsable de ses propos et de ses actions, et je salue les modérateurs qui vont gérer les premières 15 minutes de l'émission puisqu'il n'y aura pas de foire aux questions ce soir. C'est une forme de conférence et on va s'installer pour écouter très sérieusement ce que Chloé Framery a à nous dire sur l'OMS. Donc je vous dis à tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Bon, je vous laisse dire, je vous laisse travailler, Nicolas. Allez. Salut Chloé. Salut Nicolas, bonjour tout le monde. De Alors, retour. de retour, t'as failli dire religieusement, hein, Oui, j'ai failli. Je me suis retenu, je me suis dit on va rester voilà sérieux. Ce soir, donc tu viens nous présenter, je rappelle le plan de l'émission pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc on l'a intitulé OMS, une mafia mondialiste, avec le fait que tu vas aborder l'OMS avec des rectifications par rapport à l'entrée en vigueur du RSI, tu vas nous rappeler ce que c'est, et au délai de rétractation des deux textes de l'OMS, donc avec l'accord sur les pandémies et le RSI révisé, les financements et les conflits d'intérêts entre les acteurs principaux de l'OMS, le rapprochement dangereux entre la Suisse et l'Union européenne, et tu vas aussi parler de l'Union européenne de radio-télévision. Donc vaste programme, sachant que à titre personnel, la semaine prochaine, je vais publier des lectures audio. J'en ai fait une cet après-midi sur la constitution de l'OMS. Donc on en apprend beaucoup et je suis en train de faire la charte de j'ai plus le nom. La charte, quelque chose qui se rapporte à ça aussi, de 45. J'ai plus le nom, mais ça va me revenir. Et donc voilà, tous ces textes officiels, anciens, mais qui vont nous servir aussi dans le cadre de l'émission. Alors Chloé, avant de commencer, peux-tu nous rappeler rapidement tes conflits d'intérêts potentiels, tes liens d'intérêt, etc. Et je te laisse démarrer. Alors, les liens d'intérêt que j'ai sont... je fais partie depuis peu de l'AMDF, l'Association des maires de France, en tant que membre consultatif international. Et je suis toujours actionnaire de la Banque nationale suisse pour en dénoncer les abus et la gestion quelque peu trouble de ces actifs et de l'argent public. Voilà.
Très bien, parfait. Bon, bah, merci pour cette précision. Alors, Chloé, justement, toi qui as beaucoup œuvré pour nous en apprendre sur l'OMS, et je vais en profiter au passage pour présenter ton site internet parce que il est vraiment très, très bien fait déjà. Le site, c'est chloéframery.ch, donc vous retrouvez son livre qu'on a présenté au mois de juin dernier. Voilà, je ne vais pas revenir sur le livre en tant que tel maintenant, mais par contre, il y a des vidéos à la fin qui sont très intéressantes sur celles qui l'ont fait connaître, notamment avec Gavi, avec les débuts des injections, etc. Donc ça, c'est très important. Ça va nous aiguiller ensuite pour la conférence que va nous faire Chloé à l'instant. Alors, qu'est-ce qui t'a amené, j'allais dire, à nous parler de l'OMS à ce point? Alors, au-delà du fait que géographiquement, tu es Ah ben plutôt voilà. une voisine, mais est-ce qu'il y a eu un déclic particulier pour que tu t'intéresses encore plus près à cette institution? Alors effectivement, Nicolas, la proximité géographique y est pour quelque chose. Hein. Je suis à quelques centaines de mètres de cette institution. Et l'élément déclencheur, c'est le Covid. Hein. C'est ce qui s'est passé depuis mars 2020, déjà depuis avant, depuis janvier, décembre, janvier. Je voyais le truc venir avec les petites affichettes qui commençaient à éclore, à être posées dans l'école où je travaillais. Je rappelle que j'étais prof de maths et que je suis toujours prof de maths, mais que j'ai été licenciée de la fonction publique depuis 2022 pour les raisons multiples que j'ai déjà évoquées de nombreuses fois, mais en particulier grâce ou à cause plutôt de la CICAD, qui est l'organe sioniste de Genève et de Suisse, qui a beaucoup embêté Dieudonné et Alain Soral également. Voilà, donc l'OMS m'a intéressée depuis le moment où elle a pris un rôle central dans nos vies à tous, dans le monde et en particulier dans la francophonie, et en particulier en Suisse, puisque c'est le siège de l'OMS qui est à côté de chez moi, à Genève, en Suisse. Et j'ai eu l'occasion de m'y balader. D'ailleurs, tu as montré les vidéos qui m'ont fait connaître. Et la deuxième, c'est celle qui est devant l'OMS. C'était mai 2020, où je décrivais les financements, les origines et les négociations, les choses qui s'y discutent, le rôle qu'a l'OMS dans le monde. La première, celle que vous avez vue certainement, c'est celle devant Gavi, qui est juste à côté de l'OMS. Et donc, toutes les organisations internationales sont plus ou moins dans le même coin. Hein, c'est du côté de l'ONU, à côté de l'ONU, pas loin de la rue de la Paix, d'ailleurs. L'ONU a une adresse, a une entrée à la rue de la Paix, à côté de la Croix-Rouge, en face de l'OIT, de l'UIT, Union. Ça coûte cher au Monopoly, la rue de la Paix, hein, pour les anciens. De télécommunications. Oui, oui. Alors, la rue de la Paix à Paris, alors celle de Genève. Je ne sais pas s'il y a une version du Monopoly à Genève, d'ailleurs. Ça sera je sais pas, ouais. Non. Je suis pas au courant. En tout cas, voilà, ça c'était cette fameuse vidéo qui m'a valu tous mes ennuis et qui m'a aussi fait connaître et qui m'a lancé dans cette destinée que j'avais déjà entamée en 2012, mais disons qu'il s'est confirmé en 2020. C'est pour ça que le livre, je l'appelle Biographie d'une résistante des années 2020. Voilà. J'ai remarqué aussi, juste pour finir l'introduction, là tout à l'heure, en regardant sur ma page Wikipédia, qui évidemment n'a pas été faite par moi, hein, que je suis connue pour propager des infox sur les réseaux. Voilà, c'est ça ma spécialité d'après Wikipédia. Alors que tout est sourcé, tu peux peut-être montrer sur le site si tu vas sur n'importe quelle vidéo et tu regardes les sources. Si tu vas dans les dernières vidéos, par exemple, sur la mafia européenne, par exemple, tout en bas. Si tu descends tout en bas et tu vois voilà, prends la dernière vidéo, par exemple. Donc voilà, la Suisse au cœur de la mafia mondiale. Donc il y a le PowerPoint, il y a le diaporama qui est à disposition libre de droit, et ensuite il y a les sources qui sont toutes tout est numéré. Vous pouvez tout vérifier. Hein, c'est pas des blagues carambars. Hein, ce que j'ai mis, c'est des sources officielles. Et après à vous d'avoir le loisir de vérifier ou pas. C'est vrai que c'est un peu long, mais propager des infox. Alors là, tu as ton micro qui est coupé, Nicolas, on ne t'entend plus. Oui, je disais, c'est incroyable parce que là, en plus, voilà, PDF accessible, les sources, voilà, on a tout. C'est comme dans un ouvrage, voilà, c'est pareil, en bas de page ou en lexique. Donc là, il y a tout. Voilà. Donc c'est un gros boulot. À titre personnel, je te félicite parce que voilà, il faut quand même le faire. Donc chloéframery.ch, vous regardez, vous pouvez passer du temps. Chloé, il passe beaucoup de temps, beaucoup de travail. Depuis 2023, c'est ça, le site existe? Alors, le site, il existe depuis avril 2023, oui. En fait, c'était à la date anniversaire de la vidéo devant Gavi, le 13 avril 2023, 3 ans après. Très bien. Bon, bah parfait, nickel. Voilà ce qui m'a donné envie de creuser un petit peu du côté de l'OMS, entre autres, hein, parce que j'ai creusé plusieurs tunnels. Hein, j'ai pas été que vers l'OMS. Il y en a une sur le Forum économique mondial, il y en a une sur l'ONU,
Il y en a une sur la vaccination et puis après, il y en a 500 ou 1000 autres sur tous les sujets qui nous intéressent tous. Donc l'OMS, voilà, je réagis. Cette vidéo qu'on fait maintenant, alors, j'avais pas envisagé d'en faire une conférence. Hein, je pensais qu'on allait quand même un petit peu interagir. Hein. Bien sûr, oui, on va interagir, t'en fais pas. Mais c'est vrai Voilà. que comme les sujets que tu as évoqués, moi, ce qui m'intéresse le plus, au-delà de toute la mafia de l'OMS, c'est vraiment sur le principe du traité de pandémie, parce que ça, Ouais. c'est passé quand même assez inaperçu. Quand on sait, notamment via les dossiers de Virginie Dornier et Jean-Pierre Coq, que finalement, c'est l'OMS qui nous gouverne, c'est-à-dire que nous avons cédé, nous, la France, à l'OMS, notre entière souveraineté, et pas seulement sur le plan, j'allais dire, pharmaceutique et médical, même sur le plan alimentaire. L'éducation à la sexualité, c'est pareil. C'est pour ça que l'OMS est en filigrane de tous les sujets que nous traitons, que ce soit sur notamment l'agenda 2030, sur l'éducation à la sexualité. Et Marion Sigaud, j'ai fait une émission avec elle là-dessus. Donc, en fait, ils sont derrière tous les bons coups pour être dans l'ironie et le cynisme absolu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se dit, mais comment ça se fait que il y a une propagande LGBT énorme, qu'on parle de l'éducation à la sexualité, qu'on parle même de l'euthanasie, qu'on parle de, comment dire, de l'IVG, etc. Il n'y a presque pas un sujet où l'OMS n'y jette pas un coup d'œil. Et en lisant justement la Constitution, on voit à quel point en fait c'est un État dans l'État avec des actionnaires, et tu vas nous en reparler mieux que moi, sur notamment Bill Gates, etc., avec la plupart des gens non élus, c'est-à-dire que le peuple n'a pas le droit de regard là-dessus. Exactement. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, les standards de l'OMS, hein, les fameux standards sur l'éducation sexuelle qui datent de 2010, c'est aussi l'OMS qui est à l'origine de ce papier, de ce document. Voilà, donc là, on va entrer dans le vif du sujet. Je vais fermer le chat et on va commencer. Alors, en fait, j'ai réagi par rapport à la vidéo que tu as faite avec Patrick Pazin et Jackie Cassou le 30 juillet pour parler du livre qu'ils ont écrit ensemble et qui est assez remarquable. Et à un moment, donc j'écoutais la vidéo et vous avez parlé du délai de rétractation des États membres de l'OMS au RSI, Règlement sanitaire international. Et c'est à ce moment-là, je crois que c'est Patrick qui a dit que finalement, on pouvait encore se rétracter. Or, le 19 juillet, c'est 10 mois exactement après la déclaration, après la déclaration officielle de Tedros Adhanom Ghebreyesus de l'adoption du RSI, même s'il a été adopté le 1er juin 2024, c'est le 19 septembre 2024 qu'il a déclaré officiellement que le RSI était adopté. Donc, 10 mois plus tard, 19 juillet 2025, donc il y a 2 mois, eh bien, le délai a été atteint pour se rétracter, pour se retirer du RSI, Règlement sanitaire international révisé. Et officiellement, c'est aujourd'hui, 19 septembre, donc 12 mois après la déclaration par Tedros l'année dernière de l'adoption du RSI, que le RSI entre en vigueur. Donc, c'est aujourd'hui le départ du RSI, de l'entrée en vigueur du RSI, qui concerne, je rappelle, 194 pays, dont la France, dont la Suisse, dont la Russie, dont tous les pays qu'on connaît. Donc, y compris, attends, j'en viens au fait, mais y compris les États-Unis pour l'instant, qui sont officiellement encore membres de l'OMS, dont le retrait sera effectif en janvier 2026, un an après l'annonce. Il y a toujours un an de délai. Alors, le RSI, il a subi de multiples révisions depuis 1951 qu'il existe, notamment en 1969 et en 2005, après les pandémies officielles de l'OMS. Donc, la grippe c'était le choléra en 1951, c'était la grippe de Hong Kong, dite de Hong Kong en 1969, et en 2005, c'était le SRAS, qui a abouti donc à une révision à chaque fois plus acérée sur les mesures qui étaient mises en place pour lutter contre les, entre guillemets, pandémies et pour élargir le champ des maladies qui sont concernées par ce règlement sanitaire international. Au départ, c'était seulement quelques maladies, fièvre jaune, choléra, peste, etc. Et maintenant, toutes les maladies, y compris les non transmissibles, sont concernées par le RSI. Alors, la dernière révision, elle porte sur trois sujets, je dirais. Moi, je trouve qu'il y a 3 sujets très importants. C'est qu'elle impose que chaque pays membre ait une antenne reliée directement à l'OMS. Chez nous, c'est l'OFSP, Office fédéral de santé publique. Je pense que chez vous, c'est le ministère de la Santé, tout simplement. Oui, ou alors après, il y a les sous-couches avec les autres autorités de santé ou les ARS, mais ça, c'est les plateformes. Oui, ça, c'est en dessous. Voilà. Je pense que ça doit être plus centralisé. Alors,
Nous, en plus, on est dans une période politique un peu particulière puisque En effet. on a changé de Premier ministre pour la 4e fois en un an. C'est un peu la 3e République, version 5e République. Et donc, de ce fait, à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de gouvernement nouveau. Ouais. Donc, il y a des ministres dits démissionnaires, pareil qu'à l'époque des Jeux Olympiques ou sur les bandeaux BFM, c'était ça. Donc, moi, en plus, il y a un autre problème qui se pose en France à mes yeux, c'est qu'en fait, on avait 2 ministres de la Santé. Parce qu'il y en a une qui s'appelle Catherine Vautrin, qui était à la fois au travail, à la santé, je crois, et aux solidarités. Et on avait Yannick Neuer, le neurologue ou je sais plus quoi là. Donc en fait, ils étaient presque à se marcher dessus, parce que une fois quand on parlait de santé, c'était l'un ou l'autre qui était invité. Donc là, on a un gouvernement démissionnaire. Le Cornu est Premier ministre depuis 10 jours à peu près, mais il n'y a pas encore de nouveau gouvernement. Oui, Donc de ce fait, ça devrait se passer dans les prochains jours, mais à l'heure actuelle, ce sont toujours, j'allais dire, les ministres démissionnaires théoriquement qui se chargent des dossiers. Donc là, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est un petit peu un vide politique, grosso modo. Chez nous aussi, il y a beaucoup de démissions, j'en parlerai peut-être après. Oui. Donc le RSI, comme je disais, impose que chaque pays ait une antenne de relais. Une antenne relais, c'est un jeu de mots, mais c'est vrai que c'est ça. Avec l'OMS, qui soit en lien avec l'OMS H24, 7 jours sur 7. Ça, c'est la première chose. Pour l'alerter dès qu'il y a un soupçon de pandémie ou d'urgence pandémique. Ça, c'est le deuxième point. C'est-à-dire que depuis la révision… Ah, vas-y. Excuse-moi, parce que avant qu'on oublie, il y a une nouvelle définition de ce qu'est une pandémie durant le Covid. C'est ce que… Alors, c'est C'est ce pas que tu veux durant dire. le Covid. C'est pas durant le Covid, la nouvelle définition. Ça date de 2009. Ça date du H1N1. De 2009, le fait qu'avec 0 mort, on peut appeler ça une pandémie? Oui, Ah. c'est depuis 2009. Pas au courant Depuis que le c'était 2009. H1N1. Je crois que c'est mai 2009. Ok. En tout cas, j'ai toutes les sources aussi. Ça, je l'ai mis sur mon site, mais j'indiquerai si Aucun souci. Moi, c'est pendant le Covid que j'ai entendu. Maintenant, la pandémie, il n'y a plus besoin d'avoir tant de morts parce que c'était la question qu'on se posait. À quel moment on dit épidémie, à quel moment on dit pandémie? Et c'était, je crois, Perron qui avait sorti le fait que maintenant on disait, même pour 0 mort, on déclare une pandémie. Et pour les textes de loi, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'une menace extérieure, une pandémie, c'est arbitraire, quoi. Tout à fait. On l'a tous dit. Hein. Moi, je l'ai dit avec Emma Cruzy à l'époque, en mai 2020. Mais effectivement, tout ça, ça se retrouve. C'est difficile, c'est de plus en plus censuré. Donc, il faut taper juste. Il faut essayer de slalomer entre les pages qui sont supprimées. Mais on y arrive. Donc, il y a ce point focal, cette antenne nationale. Ensuite, il y a cette nouvelle définition, non pas de pandémie, mais d'urgence pandémique qui est apparue dans le nouveau RSI, qui permet de désigner comme donc une urgence pandémique, c'est très flou, mais c'est ce qui permet, ce qui est susceptible de se propager. Donc c'est une maladie infectieuse qui est susceptible de se propager, donc on ne sait pas sur quels critères il se base, qui est susceptible de dépasser la capacité à répondre et qui est susceptible de causer des perturbations politiques, sociales ou économiques et qui nécessite une action coordonnée entre les différents États. Donc tout ça c'est complètement arbitraire et on ne sait pas alors qui décide si une maladie ou une fake en fait, une urgence de santé publique qui ne nécessite aucun mort, comme tu l'as très bien dit, dépasserait ou serait susceptible de dépasser la capacité d'un pays à y répondre ou se propagerait. Comment on fait pour estimer ça? Comme tu l'as dit, comme nous l'avons dit lundi dernier pour la 400e, nous avons par exemple la levée de l'abrogation vaccinale en France depuis le 14 mars 2022 et je m'en souviens comme si c'était hier puisque 1 heure après la conférence de presse de Macron, mon entreprise m'a contacté par mail pour me dire vous revenez dimanche prochain. Donc ça a été rapide. Okay. Ouais. Sachant que c'est la levée, ce n'est pas l'abrogation. Donc encore une fois, ça va de pair avec tout ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que si demain Macron pour une X raison, allez, je vais être complotiste 2 secondes, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de rester au pouvoir après 2027. Qu'est-ce qui se passe? Van der Leyen en ce moment est en train de dire peut-être que potentiellement, dans des endroits autorisés seulement à certains initiés, une nouvelle pandémie pourrait avoir lieu. On ne sait pas son nom. D'ailleurs, on met des maladies X maintenant parce que bon, on a un peu à court d'idées. Et donc là, hop, on fait ressortir le truc. Antenne relais, sachant que l'OMS, c'est-à-dire nous écoute H24, donc c'est-à-dire que c'est même plus l'Élysée ou même l'Union européenne, c'est même encore au-dessus, j'allais dire dans la strate pyramidale. Et donc de ce fait, si par exemple, je sais pas moi, le 1er octobre, on a envie de ressortir une pandémie des cartons,
eh bien, ils ont tout l'arsenal qui va avec. Et là, en ce moment, en plus, on est en pleine campagne de vaccination, grippe, Covid. Et là, je vois les unes du Parisien, etc. Donc là, s'ils avaient envie de faire un carton, ils ont open bar jusqu'à Noël. Oui, même un peu plus loin que Noël. Hein. Ils non, mais je veux dire, le temps pour faire la propagande, plus les campagnes, etc. Parce qu'il y a encore des gens qui portent des masques un peu partout. Oui, j'ai vu. Voilà. J'ai vu. La troisième chose, c'est que donc cette antenne de l'OFS, enfin chez nous l'OFSP, l'antenne de l'OMS, est chargée de mettre en place les mesures de l'OMS, donc notamment dans les aéroports, sur les bateaux, dans tout ce qui est transport international. Donc ça, c'est le RSI. Et c'est le site du gouvernement français qui le dit, hein, c'est pas Chloé Framery. Hein. J'ai mis la source dans l'une de mes vidéos. D'ailleurs, je peux vous montrer peut-être, je peux faire une petite pause avant de parler du traité pandémie, enfin de l'accord sur les pandémies. Vas-y. Différentes vidéos avec les sources. Si tu veux bien afficher la page que j'ai mise en attente. Oui. Et moi, je vais. Alors là, évidemment, ça fait l'effet cascade. Mais si je fais comme ça c'est la vidéo que j'ai faite en novembre 2024, le traité pandémie en 2025, point d'interrogation. Et dessous, vous avez toutes les sources, la constitution de l'OMS, les budgets de l'OMS, l'historique du RSI. Vous avez la version de 1951, 1969, 2005, toutes les versions, la dernière version. Le délai de rétractation qui parle justement du 19 juillet et du 19 septembre. Tout ça va me faire des lectures audio pour la prochaine fois. Ça. Je vais faire des devoirs à la maison. Ouais, c'est ça. Tout ça, c'est des trucs officiels. Hein. C'est soit l'OMS, soit le gouvernement suisse. Voilà. Ça, c'est la première, disons, pour se rattraper sur les deux textes. Vous avez tous les détails. Ça, c'est un extrait. Ça, c'est par exemple le PowerPoint avec une quarantaine de pages. Super. Ensuite, vous avez celle-ci qui est importante aussi sur l'OMS, c'est le plan 2025-2028. 2025-2028, oui. Alors là, on voit pas forcément la vignette, mais là, vous avez le plan de travail, le 14e plan de travail de l'OMS qui détaille donc les mesures à prendre, bien museler ceux qui ne vont pas dans le sens de l'OMS. Hein, ça fait partie du plan. Et notamment, attendez, je vais vous voilà pourquoi je fais des lectures audio, parce que tout ça, certains n'ont pas le temps ou ne prennent pas le temps de chercher. Exactement. Et justement, dans les lectures audio, je vais remettre les sources. Donc, il est possible que je reprenne des trucs de ton site internet. Tu peux te servir, hein, c'est vraiment, c'est vraiment open bar. Voilà, c'est un partage de savoir, c'est tout ça. Donc, exactement. Il faut absolument qu'on se réapproprie ça, parce qu'en fait, on se fait avoir là. On se fait avoir si on se laisse guider par l'IA et par les gens qui font la télé, hein. Parce que ce qu'on disait justement avec Nicolas avant de commencer l'émission, c'est que Google et tous les moteurs de recherche censurent de plus en plus de données et que l'IA, elle va chercher les datas qui existent. Donc, elle va nous présenter seulement les données qui n'ont pas été censurées. Et c'est ça qu'elle va donner comme vérité absolue. Mais vous verrez jamais des choses comme ça, ou surtout des choses comme la participation de Jérôme Salomon au plan de l'OMS, le rôle qu'il a à Unitaid. Même sur archive.org, Wayback Machine, les pages que j'avais mises en source ont été censurées, ont été supprimées. Donc, c'est important de garder les PDF, les liens évidemment, s'ils ne sont pas censurés, mais les captures d'écran avec la date et l'origine, pour qu'on soit sûr de l'origine, de la source vraiment de l'information. Ça, c'est la page 7 du plan 2025-2028 de l'OMS, où on voit Tedros Adhanom Ghebreyesus, le patron de l'OMS depuis 2017, hein, quand même, qui dit qu'à seulement 5 ans de 2030, le temps presse. Nous devons agir ensemble et dès maintenant pour concrétiser la vision que les nations du monde avaient lorsqu'elles ont fondé l'OMS en 1948, le meilleur état de santé possible, un droit fondamental pour tous. Il est totalement pro-agenda 2030. D'ailleurs, les deux textes, le RSI et le traité pandémie, accord sur les pandémies, parlent de l'agenda 2030. Alors, ils l'appellent plus agenda 2030 maintenant parce qu'ils voient que ça circule sur les réseaux. Oui. Mais ils parlent des ODD. Ils disent on se conforme aux ODD, objectifs de développement durable. Est-ce que M. Ghebreyesus pense que le meilleur état de santé possible, ça passe par la farine d'insectes, la viande sans viande, par quelques épandages, par de l'eau polluée et privatisée par Nestlé? Je ne sais pas si c'est… Alors ça, il ne le dit jamais explicitement. Hein. Exactement. Tu penses bien. Forcément.
Mais par contre, il dit, et ça c'est intéressant aussi à la page 11, que plus de 90% des pays ont indiqué que les prestations des services de santé essentiels avaient été perturbées et la couverture par la vaccination systématique avait chuté pour la première fois depuis 30 ans. Et c'est que le début. Parce Voilà. qu'avec l'émission que je vais faire sur Béchamp le 15 octobre, à mon avis, voilà. Ouais, attention. Non, mais par contre, Oui. j'ai vu dans le Parisien ou dans un autre journal qu'il y a quelqu'un qui a été condamné pour avoir fait des faux sur des enfants. Des faux, voilà. Donc, il y a quand même des héros de notre temps parce que justement, voilà, il faut les saluer quand même. Oui, et entre parenthèses, Benoît Hox, dont tu as cité le livre là et que j'ai vu à l'UER samedi et dimanche, a gagné face au Conseil de l'ordre des médecins au Luxembourg de toutes les accusations de désinformation et de ne pas avoir respecté les protocoles et de ne pas avoir d'avoir désinformé les gens. Il a été complètement blanchi par la dernière juge, et ça appelle à faire jurisprudence. Il a juste pris 6 mois de suspension avec sursis pour avoir manqué de confraternité avec un collègue. Je crois qu'il avait dit les médecins ont été irresponsables, un truc comme ça. Il faut bien qu'il trouve quelque chose, hein, parce que quand on fait son boulot, maintenant, c'est devenu un crime. Alors. C'est ça. Mais en tout cas, il a gagné sur le fait d'avoir fait des dispenses de masques pour les enfants et le fait d'avoir guéri les patients avec l'hydroxychloroquine et l'ivermectine. Donc, c'est quand même vraiment une victoire. Bien sûr. Il y a Jean-Jacques Erpstein aussi, durant le Covid, qui avait soigné plus de 80 patients à l'hydroxychloroquine et ils étaient tous en bonne santé après. Donc, voilà. Alors, on continue juste pour finir avec cette présentation sur le plan 2025-2028 de l'OMS. À la page 50, il est écrit que l'OMS encourage la prise de décision éclairée et le comportement favorable à la santé, selon les dogmes de l'OMS, bien sûr, et qu'elle luttera contre la désinformation et la mésinformation. On n'a pas toujours compris ce que c'était la différence, mais bon, en s'appuyant sur les données probantes, machin, et qu'il fallait établir une gouvernance efficace des médias sociaux. Donc, il lutte à fond contre les voix dissidentes, les voix dissonantes par rapport à leur discours. Et justement, attends, je vais peut-être arrêter le partage. Tu peux juste arrêter le partage quelques minutes. On va le refaire après. Peut-être que la mésinformation, ça signifie le manque d'information. Alors, c'est sûrement ça. Et dans ce cas, il faudrait s'y prendre au média public. Soit c'est mal informé, soit c'est pas informé. Donc, du coup, il faut le ministère de la Vérité pour dire ce qu'il faut. C'est ça, c'est 1984. Et alors, pour revenir donc aux spécificités, cette fois, de l'accord sur les pandémies, qui n'avait pas de nom précis, mais qui s'est appelé accord sur les pandémies depuis cette année ou l'année dernière, il a été adopté le 20 mai 2025. Il reste encore les annexes à adopter. Les annexes concernent les PABS. Je ne sais pas si vous avez vu passer PABS. C'est les produits. Attends, je vais te montrer peut-être. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça? C'est les pathogènes access. Donc c'est l'accès aux pathogènes. Je ne sais pas si tu veux partager de nouveau. Si, je suis en train là. C'est bon. Pardon. Je vous mets c'est celui-là. C'est l'accès aux agents pathogènes. Voilà. Et le partage des avantages de l'accord sur les pandémies. C'est une traduction, donc ils mettent sur la pandémie. C'est le PABS, qui sont en train d'être discutés à l'OMS pour que les différents pays partagent leurs connaissances et leurs agents pathogènes. Donc, les espèces de poisons qui nous mettent ou des ondes, je ne sais pas exactement en quoi ça consiste. Alors, moi, je ne crois plus au virus. Je ne crois plus aux petites bébêtes. Je suis plutôt adepte des explications des analyses de Béchamp. J'ai peur de trop bien comprendre en fait ce qui est un peu le but. Je vais essayer de résumer avec mes propres mots, c'est-à-dire qu'en fait on a comme une forme de toile d'araignée avec la maison mère qui serait l'OMS, où les 195 pays doivent 194 doivent partager exactement de manière dictatoriale, verticale et unilatérale les desiderata de l'OMS. Et de ce fait, ceux qui vont à l'encontre, qui remettent en question, eh bien, se font sanctionner et j'allais dire, y compris préparer entre guillemets des virus pour les fois à venir. C'est-à-dire qu'avec le Covid, on a bien vu que ce qui avait déçu
nos chères élites mondialisées, c'est que ça n'avait pas fait autant de victimes que prévu, qu'il y avait eu un éveil quand même, et que malgré la simulation de pandémie, la simulation n'a pas fonctionné comme c'était programmé, et que pour les injections, au lieu de faire en 2 ans, comme disait Bill Gates, ils vont essayer de faire en 6 mois, sauf que même les injections sont remises en question, et pas seulement celles du Covid, mais l'intégralité des injections depuis 2 siècles, depuis Pasteur à peu près. Et donc de ce fait-là, ils se disent, bon, si ça fonctionne pas avec le domaine de la santé, on va essayer peut-être avec le transhumanisme ou avec d'autres moyens, l'alimentaire, etc. Puisque le principe de dépopulation est toujours en marche. Ça n'a pas changé. Par contre, les procédés et les moyens de propagande utilisés pour faire en sorte que cet agenda puisse aller jusqu'à son terme, eh bien, là, ils sont peut-être un peu à court d'idées quand même, parce que s'ils se rendent compte qu'on arrive à avoir leur même longueur d'avance, eh ben, c'est compliqué pour eux, quoi. Mhm. Oui, bon, alors ça, c'est pas ce que dit ce texte, hein. Là, on parle des PABS, c'est Bien pas sûr, ça. bien Mais sûr. effectivement, si tu fais une synthèse un peu grossière de tout, c'est un peu l'idée, quoi. Mais en Ouais. tout cas, sur cette annexe, ils n'ont pas encore fini d'adopter le traité, enfin, l'accord sur les pandémies, et ils estiment, Tedros espère l'adopter en mai 2026 pour la prochaine Assemblée mondiale de la santé. Et alors, le traité, attends, on va peut-être arrête le partage d'écran. Et comme ça, je reviens. Le traité sur les pandémies, l'accord sur les pandémies, lui, son truc, c'est de promouvoir la vision One Health. Donc, tu sais, une seule santé, avec l'animal, la plante et l'humain, tous reliés, tous ensemble, pour lutter contre les méchants bébêtes, les méchants virus. C'est-à-dire Animal, plante que et humain, ça va pas trop ensemble d'un seul même corps, mais bon. c'est ça. Mais par exemple, on a vu avec les maladies, la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse, prétendument contagieuse des vaches, qui permettent de justifier le meurtre des troupeaux, l'abattage total des troupeaux. Mais vu qu'on serait lié aux animaux, lié aux plantes, à la moindre maladie qui apparaîtrait dans l'un des règnes, que ce soit végétal, animal ou humain, eh bien, on serait peut-être mis en quarantaine ou isolé ou etc. Coupé de comme on l'a vécu pendant le Covid. Alors Donc justement, ouais. vu que tu nous parles de la santé, est-ce que finalement on peut faire tout de suite des ramifications avec le climat? Parce qu'on s'aperçoit que les deux Mais le pans climat majeurs. Voilà, fait partie du plan dans l'accord sur les pandémies. Il est tout à fait. mentionné. Et Et justement, d'ailleurs, ils nous disent que le changement ou le réchauffement climatique, ça dépend des jours, hein, ils font comme ils ou le veulent, dérèglement aussi. favorise les pandémies, tu vois. Bien D'où sûr. l'intérêt de s'intéresser au climat et de relier ça à l'agenda 2030 et à l'accord sur les pandémies. Parce que certains ont évoqué un confinement Oui, climatique. ça fait longtemps que l'idée est dans les tuyaux et qu'on en a parlé depuis 2020-2021. Oui. D'accord. Très Klaus bien. Schwab en a parlé d'ailleurs. Ensuite, donc dans l'accord sur les pandémies, il y a One Health. Ça, c'est le site de l'OMS qui le dit. Hein. One Health, à quoi sert le traité pandémie? Vous allez dans la section questions-réponses de l'OMS. À quoi sert le traité, l'accord sur les pandémies? Donc, mettre en place One Health. Financer de façon pérenne tout ce qui concerne la préparation et la riposte aux pandémies. Et ensuite, gérer un système de gouvernance. Alors là, je le lis. Système de gouvernance et de surveillance pour accroître la confiance, assurer la responsabilisation et favoriser la transparence. Donc, lutter contre, de nouveau, tout ce qui est désinformation selon leurs critères à eux. Donc, vraiment faire en sorte de traquer tous ceux qui ne suivent pas les directives de l'OMS ou qui remettent en cause ou qui font douter de la science de l'OMS. Voilà les 3 piliers de l'accord sur les pandémies. Justement, petite digression avant que tu continues. Étant donné qu'on parle de désinformation, etc., et on sent que c'est, même à Bilderberg du mois de juin à Stockholm, c'était l'un des piliers majeurs des sujets évoqués dans toutes les grandes institutions mafieuses, internationales. Tout comme moi et d'autres, tu as connu dans les années 2020 jusqu'à 2022-2023 minimum, cette censure et invisibilisation sur les réseaux. C'est-à-dire que moi je l'ai découvert durant le Covid, c'est que l'OMS a financé les plateformes comme Facebook, Twitter, etc.,
à l'époque de Jack Dorsey, président de Twitter à ce moment-là. Et en fait, il avait financé à hauteur de millions, voire de milliards, les réseaux sociaux pour traquer tous ceux qui s'interrogeaient, je dis bien s'interrogeaient, sur la pertinence des vaccins. Donc, juste une question, et il suffisait qu'il y ait climat, complot, vaccin, etc. Et donc, on avait, par exemple, sur Facebook, je m'en souviens très bien, moi j'avais 270 000 abonnés à l'époque sur ma page, et il y avait le bandeau en dessous, et pour avoir des informations sur les vaccins, cliquez machin. Oui, et on évidemment. était divisé par 10 au moins sur l'algorithme. Ah ben, ça, c'est quand tu es divisé par 10, tu as de la chance. En général, on est carrément voilà. coupé. Moi, j'ai eu ma chaîne complètement coupée le 6 mars 2021, là, et plus jamais possibilité de refaire une chaîne YouTube, par exemple. Alors, comment font-ils dans cette institution pour avoir comme ça la mainmise? Parce que au-delà des financements, c'est-à-dire qu'ils passent des contrats, est-ce que tu as des sources, des dossiers Alors là, de j'ai beaucoup de choses à traçabilité? dire. J'arriverai peut-être pas à répondre en plus Pardon. à tes questions là-dessus, mais Ah, ok. Ouais. va au bout de ta question, pardon. Est-ce que Non, j'ai non, des mais sources? justement par rapport à ces désinformations, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, ce qui les préoccupe presque avant tout le reste, Ouais. c'est de savoir ce qui se dit sur les réseaux et Et- comment faire pour que on puisse entre guillemets museler a priori toutes les voix dissidentes. Parce qu'on Alors, il y a attend des même lois qui sont, en tout cas, moi, je parle pour ma chapelle, mais en tout cas, en Suisse, il y a la loi antiterroriste dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, qui permet de désigner terroriste quelqu'un qui pourrait influencer l'ordre étatique. le Patriot Act à la Suisse, quoi. C'est ça. D'accord. Et on a la loi sur les épidémies qui s'adapte, qui est en train d'être modifiée, qui date de 2012 en Suisse, et qui explicitement s'adapte au traité pandémie et au RSI, c'est notifié dedans. Donc, on est en train de voir toute une infrastructure tout le côté administratif et légal qui est en train de s'adapter à l'hégémonie pyramidale de l'OMS en ce moment, qui veut absolument éradiquer toutes les voix dissonantes, discordantes, quel qu'en soit le coût. D'ailleurs, tu parlais du Bilderberg. En 2019, le Bilderberg s'est réuni à Montreux, donc en Suisse. On avait été leur rendre visite, alors pas à l'intérieur, parce qu'on peut pas passer, mais on avait été dans les environs. Pas beaucoup de forces de l'ordre, d'ailleurs, c'était assez discret. L'un des sujets principaux, c'était la militarisation des réseaux sociaux. La militarisation, c'était weaponizing. Donc, je me suis posé la question, je me suis dit à ce moment-là, tiens, c'est violent quand même, militariser les réseaux sociaux. On a vu avec le DSA, le Digital Service Act, la loi adoptée par l'Union européenne et initiée par Thierry Breton, qui oblige à contrôler tous ceux qui seraient pas d'accord avec le discours pour que toutes les plateformes importantes fournissent les données de ces gens qui seraient pas d'accord, qui ne seraient pas d'accord avec la doxa vaccinale, etc. Donc ça, c'est des manières de faire taire et de traquer les opposants. Et d'ailleurs, sur la page Wikipédia, c'est ce que je regardais tout à l'heure, si tu peux partager l'écran, je vous montre la page Wikipédia de l'opposition aux mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19. Vous allez à Suisse, donc il y a la France. Bah, si vous voulez, on va s'arrêter à la France d'abord. Alors, depuis donc début 2021, Florian Philippot a appelé les Français à brûler leurs masques. Ah bon? Parmi les figures importantes du coronascepticisme français, on compte les vidéastes web Silvano Trotta, Thierry Casasnovas, Salim Laibi et le blog France Soir. Donc ça, c'est les principaux ennemis du mensonge étatique français, enfin français mondial, je veux dire. Et quand on va dans la Suisse, le chapitre suisse, voilà, il y a le mouvement des sonneurs de cloche, les amis de la Constitution. Et puis, quand on va dans les figures majeures d'opposition coronasceptique, comme ils nous appellent, donc les 3 figures majeures d'opposition coronasceptique en Suisse romande sont la vidéaste web Chloé Framery, donc je suis en première position, l'entrepreneuse et blogueuse Emma Cruzy, qui n'est plus en Suisse, et le médecin Christian Tal Schaller, avec François de Sibontal, qui, je rappelle, est mort l'année dernière, en juin 2024, paix à son âme, et qui a vraiment lutté depuis longtemps, ça fait depuis 2016 qu'on se connaissait. Et Astrid Suckelberger. Il n'y a pas Jean-Dominique Michel, il n'y a pas Slobodan Despot, enfin, il y en a plein qui ne sont pas là. Et ensuite, regardez la suite. Voilà. Les coronasceptiques et les opposants aux mesures de lutte contre la propagation du Covid-19 occupent de plus en plus l'Office fédéral de la police, la FEDPOL.
Et là, ils prétendent que les menaces contre les fonctionnaires fédéraux sont en augmentation. En tout cas, ça vient pas de nous, hein. Mais Oui, mais voilà. quand on lit les deux phrases, on a l'impression que l'un va avec l'autre automatiquement. C'est ça. Donc C'est l'association. c'est un biais de Voilà, langage. exactement. Voilà. Voilà. Toujours nous associer à des gens dangereux. Vas-y, Ben, coupe. justement, rappeler qui finance, enfin comment est financé Wikipédia ou en tout cas qui est derrière, un peu comme l'AFP et compagnie, quoi. Tu peux couper le Oui, bien partage, sûr. s'il te plaît? Ouais, merci. Voilà. Donc ça, c'est des méthodes. Vous voyez par quoi ils passent. Mais on va continuer quand même parce que là, il me reste plus beaucoup. Il me reste Vas-y, je même t'en pas prie, je une t'en heure. prie. Et là, j'arriverai vraiment pas à aller au bout si on va à ce rythme-là. Donc les financements. Alors attends, j'en étais où du coup? Alors pour se rétracter de traiter de l'accord sur les pandémies, ce qui est écrit sur le site, pas sur le site, sur le dernier texte de l'accord sur les pandémies, article 32. Ça, je l'ai aussi sourcé dans l'une des vidéos que je vous ai montrées. C'est que tout État peut se retirer après 2 ans, à partir de 2 ans après l'adoption totale, complète de l'accord sur les pandémies, donc avec les annexes qui sont en train d'être discutées à l'OMS. Bon, on a vu que Trump s'est retiré et que, comme je vous l'ai dit avant, il a 1 an de délai avant que le retrait soit effectif. Il est aussi possible de se retirer de l'accord sur les pandémies sans se retirer de l'OMS. Mais en tout cas, tout ça, c'est possible, hein. Et on rappelle aussi au passage que les gens qui signent à notre place, qui adoptent à notre place par consensus, c'est même pas un vote, hein, c'est juste personne n'a voté contre, ok, c'est adopté, c'est ça le consensus, hein, à l'OMS, sont des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas élus. En général, c'est des experts dont on n'a jamais entendu parler, des médecins dont on n'a jamais entendu parler. En Suisse, ils étaient, je crois, à peu près 14. En France, c'était 36 délégués représentants français auprès de l'OMS. Donc, il y a le ministre de la Santé à chaque fois, mais sinon, tous les autres, on ne les connaît pas et on ne les a évidemment pas élus. Donc voilà, c'est des gens dont on ne connaît rien, qui prennent les décisions à notre place. Vive la démocratie. Et puis, je voulais vous montrer comment faire pour regarder qui finance l'OMS. Alors là, on va de nouveau partager l'écran parce que souvent j'en parle, mais je préfère que chacun puisse y aller directement. La transparence. Alors, il y a 2 sites importants. Ça, je les ai mis sous les 2 vidéos, probablement sur la première traité pandémie en 2025 que je vous ai montré tout à l'heure, que tu m'as permis de montrer, Nicolas. Ça, c'est la page qui permet de montrer le budget de l'OMS. Vous voyez, c'est la page de l'OMS qui parle du budget, des budgets 2020-2021, 2022-2023, 2024-2025. Le total est en bas. Donc là, vous avez 9 millions de kilos dollars. Donc c'est 9 milliards 4 en 2020-2021, 10 milliards 4 en 2022-2023 et beaucoup moins, 6 milliards 8 pour 2024-2025 parce que toutes les mesures Covid sont tombées. Ça, vous retrouvez le lien sous la vidéo, la première que je vous ai montrée. Ensuite, le deuxième lien important, c'est celui qui s'appelle Budget and Financing /flow. Vous voyez ici dans la petite barre de recherche, vous allez dans open.who, donc who.int pour international, je suppose, /2024-2025/budget-end-financing /flow, mais je vous les remettrai, hein, c'est tous ces liens. Et là, vous avez comment nous sommes financés. Alors, je vais peut-être vous le mettre en français. Ça veut dire, donc, how are we financed? Et comment sommes-nous financés? Alors, vous voyez, au début, ça reste en anglais d'ailleurs, vous avez les membres, les États membres ici, member states. Vous voyez 27,75% qui sont volontaires. Et vous voyez un peu plus bas, vous avez member states, donc vous avez encore les États membres, et cette fois, c'est pour des thèmes volontaires, des thématiques volontaires. Donc, si on additionne les 2 pourcentages, 1,54 avec 27,75%, ça fait à peu près 29% de l'OMS qui est financé par les États. Donc, ça fait 71% qui est financé par le privé. 100, c'est 29 plus 71. Ensuite, le truc, c'est que si vous cliquez directement, vous ne pouvez pas aller en arrière. Donc, j'ai ouvert plusieurs pages. Si vous allez dans les États qui financent, alors attendez, je vais le faire avec vous. Donc, on va cliquer dessus. Vous avez encore les États-Unis qui sont à la tête des États qui financent. Alors, ça prend toujours un certain temps. Voilà, vous avez United States of America, 23% de ces 27%. Donc, ça fait, je sais plus, ça fait 8 ou 10%. Non, même moins.
ça fait moins, ça fait 20% de 20%, ça fait beaucoup moins. Et vous avez l'Allemagne ensuite. Donc, une fois que les États-Unis se retirent, c'est l'Allemagne qui finance le plus l'OMS. Mais ça reste inférieur aux financements qui sont les financements de la fondation, par exemple, Bill et Melinda Gates. Là, je clique sur les fondations philanthropiques. Donc, c'est 13,58% de l'OMS qui est financé par les fondations privées. Et vous voyez, la fondation Gates ici, qui finance à 74, presque 75% des 13%. Donc, en tout, ça fait 10% de l'OMS. Vous voyez, fondation Gates, 10% de l'OMS. Et ensuite, si vous allez, alors, j'essaie d'aller en arrière, mais je crois que ça, je sais pas si ça marche. D'habitude, ça marche pas. Non, vous voyez, je reviens là. Ça, c'est ma page originelle sur mon site. Donc, je reclique sur le lien. Je retombe sur la page de départ des financements. Et ensuite, je vais dans, je crois que c'est Partnerships. Donc, c'est des partenariats. Et là, je trouve Gavi, ici. Gavi, 92,41% de ces partenariats, qui sont déjà à 9%, je crois. Donc, ça fait en gros 8 ou 9% de l'OMS qui est financé par Gavi. Donc, vous avez la Fondation Gates à 10%, l'Alliance Gavi qui a été fondée par la Fondation Gates, Banque mondiale, OMS et UNICEF à 8 ou 9%. Donc, en tout, ça fait presque 20%. Donc, c'est vraiment le financeur le plus important de l'OMS. Et vous avez les preuves. Ça, c'est pour la partie financement. Ensuite, ici, vous avez tous les pays de l'OMS et vous voyez que la Russie est dans les membres de l'OMS, malgré que Poutine soit vu comme le pire homme sur Terre par l'Occident, par nos médias, Et par l'Union européenne. en façade, c'est Hitler, grosso modo, dans l'inconscient des gens aujourd'hui dans la matrice. Et puis, en filigrane, on continue à faire du commerce, etc., quoi. Bien sûr. Et on rappelle aussi que la Russie fait partie du Conseil de sécurité. Les 5 membres permanents de l'ONU, il y a la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Et c'est vraiment le Conseil de sécurité, c'est eux qui donnent le là aux directives de l'ONU. Et puis ensuite, ça, c'était l'équipe de direction du siège de l'OMS. Alors, Jérôme Salomon, parce qu'on parle aussi des conflits d'intérêts et des portes tournantes, Jérôme Salomon était autrefois mentionné sur cette page qui désigne les sous-directeurs de l'OMS, les bras droits de Tedros Adhanom Ghebreyesus. Alors, bizarrement, il n'y est plus, mais quand on va sur sa page LinkedIn, on voit qu'il travaille toujours à l'OMS dans le projet de couverture sanitaire universelle. Celui-là, vous le reconnaissez peut-être, Jérémy Farrar, qui a été directeur du Wellcome Trust pendant des années, pendant au moins 10 ans. Et maintenant, c'est le directeur scientifique, le sous-directeur scientifique de l'OMS. Voilà. Bon, les autres, on les connaît moins. Mais bizarrement, le profil de Jérôme Salomon a été nettoyé. Et de la même façon, quand on va sur Unitaid, si je retourne sur, c'était laquelle, je sais plus laquelle c'était. Attendez, je vais retrouver la vidéo que j'avais faite à Nexus, parce que là, j'ai mis beaucoup de sources intéressantes, je pense. Si je vais là, et je vais dans les portes tournantes. Alors, à la fin, là, vous voyez, donc là, j'ai les phrases cultes, les livres de Klaus Schwab, le WEF, l'Alliance vaccinale avec les La financements. première fan de Schwab en Europe. Ouais, c'est ça, voilà. Et d'ailleurs, Schwab, Chez nous. Ouais. dont l'intérim avait été fait par Peter Brabeck de Nestlé, ex-PDG Voilà. de Nestlé. Exactement, mais j'y viens. Oui, vas-y. Et Non, mais maintenant, vas-y. c'est le vice-président des laboratoires Roche, dont j'ai oublié le nom, ainsi que notre cher Larry Fink, PDG de BlackRock, qui sont tous les deux à la tête. Exactement. Bah, d'ailleurs, si tu veux, on va tout de suite aller voir le conseil de fondation, justement, du c'est WEF. Hoffman, voilà. C'est Hoffman, André Hoffman et Larry Fink. Larry Fink qui fait partie depuis 2019 du conseil d'administration de fondation du WEF. Hein. Et là, vous avez les membres. Alors, j'en ai parlé souvent, mais quand on les voit avec leur petite photo, ça marque encore plus. Vous avez Orit Gadiech du Bain & Company, vous vous rappelez, Bain & Company, qui avait fait les tests là, en France, qui avait fait la campagne de tests, oui, qui avait conseillé à la France de confiner. Vous avez Fabiola Gianotti, qui est la directrice générale du CERN. Vous avez, ça c'est un nouveau, Philippe Hildebrand, qui était directeur de la Banque nationale suisse et qui est passé vice-président chez BlackRock depuis qu'il a démissionné en 2012. Qui a eu un conflit il a eu des soupçons délit d'initié, parce qu'il avait misé de l'argent avec sa femme avec une histoire de taux
de taux de conversion entre le franc suisse et l'euro, je crois. Oui, c'était ça. Donc, il est dans la team du WEF. Ensuite, vous avez, alors Julie Douce, c'est pas son nom, c'est Julie Sweet. C'est la CEO, la PDG de Accenture. Accenture, c'est l'un des cabinets de conseil qui a été épinglé avec McKinsey en France, qui conseille sur tout ce qui est technologique les gouvernements. Vous avez Rubenstein qui fait partie de Carlyle. Vous avez cette dame, Ngozi Okonjo-Iweala, qui a été directrice de la Banque mondiale, qui a été à la tête de Gavi et qui est maintenant directrice de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui est aussi membre du conseil de fondation du WEF. Vous avez Christine Lagarde, elle est depuis au moins 2016, parce que archive.org va pas plus tôt que 2016, donc je sais pas depuis quand elle est au conseil du WEF. Il y a Al Gore, qui est là depuis aussi très très longtemps. Il y a Kristalina Georgieva, qui est la patronne du FMI, qui était à la Banque mondiale avant. Et dans ceux qu'on connaît, je crois que c'est tout. Mais revenons, j'en étais où tout à l'heure? À United sur ton site. Ah voilà, c'était Avec sur la Nexus. vidéo de Nexus. Voilà. Les portes tournantes. Alors ça, je l'augmente, je l'élargis à chaque fois que je découvre des choses. Vous avez Marisol Touraine, qui est présidente de Unitaid, donc la centrale mondiale d'achat de médicaments, depuis le 20 juin 2019, qui était notre ex-ministre de la Santé, enfin votre ex-ministre de la Santé en France, et qui disait en 2015, la vaccination, ça ne se discute pas. Jérôme Salomon, Unitaid. Et c'est aussi dans le même bâtiment que Gavi, Unitaid, si jamais. Et que le Global Fund. Incroyable. Jérôme Salomon, qui est donc toujours sous-directeur, en tout cas sur sa page LinkedIn, ça se voit. Moi, je suis censurée de LinkedIn, donc je peux pas y aller, mais allez-y, Jérôme Salomon. Vous allez voir qu'il est depuis 2023 sous-directeur de l'OMS. Il a été donc directeur général de la santé au gouvernement français de 2018 à 2023, membre du Wellcome Trust, dont était directeur Jérémy Farrar, qui est maintenant sous-directeur de l'OMS. Il a été à l'Institut Pasteur, directeur général du réseau international de 2011 à 2013, et il a été au comité de lutte contre les infections nosocomiales aux hôpitaux de Paris 2002 à 2012. Je ne vous parle pas de Agnès Buzyn, dont vous avez vu passer le parcours, qui aussitôt parti du gouvernement français du poste de la santé est allé à l'OMS pour mettre en place pour former les agents de santé, les millions d'agents de santé prévus dans les académies de la santé à Lyon, à Gerland, depuis l'année dernière. Il est en place, il est mis en place, il est inauguré depuis décembre 2024. Donc, le centre pour former les agents de santé de l'OMS à Gerland, à Lyon. Elle est allée à la Cour des comptes en France depuis 2022. Donc, elle a fait un passage de 1 an et demi à l'OMS et puis maintenant, elle est toujours à la Cour des comptes. Elle est à la Cour des comptes maintenant, Agnès Buzyn? Oui, depuis septembre 2022, conseillère à la Cour des comptes. Oui. Putain, mais c'est passé quasiment inaperçu parce que limite, tu m'apprends quelque chose. Ouais, je te redirai. Enfin, tout ça, c'est sur mon site. Non, mais c'est là qu'on voit qu'en fait. On va regarder. Ouais, c'est incroyable. Un article de Gala, j'avais trouvé d'autres. Mise en examen. Alors, attends, ça, c'est la mise en examen. C'est ça qui est bien sur ton site, c'est que tout est sourcé. Donc, c'est difficile. C'est pour ça qu'à mon avis, si tu étais un jour invité réinvité sur un média traditionnel, à mon avis, j'espère qu'ils ont un trou en dessous de la chaise parce que, voilà. Ouais. Alors, attends, si on va sur sa page Wikipédia, attends, je mets juste Cour des comptes. Si jamais sur votre ordinateur, vous cherchez un mot sur une page, vous faites CTRL F. C'est comme ça que je fais, ça va très vite. CTRL F, ouais, ok. Cour des comptes. On sait que notre cher président Moscovici. Elle n'est plus. Attends, je vais chercher sur mon canal Telegram. Ça, c'est aussi une source importante, intéressante. C'est que vous allez vous tapez des mots-clés et vous allez ensuite. Je mets Buzyn. Je mets Buzyn. Hop. Et on va vérifier. Alors, mise en examen. Voilà. Alors ici, après l'OMS, Agnès Buzyn est nommée à la Cour des comptes pour 5 ans depuis le 1er septembre 2022. Ouais. Voilà. Ah, c'est quand Borne était Premier ministre, d'accord. Voilà. Donc vous avez l'article du Figaro ici. Mais bon, on va pas s'attarder. Non, mais c'est intéressant. D'accord. Bah, au moins on le sait. Voilà. Vous le savez.
Ensuite, Peter Brabeck, le fameux Peter Brabeck Oui. dont tu parlais avant, qui a été pendant très longtemps le vice-président du conseil de fondation du Forum économique mondial, puis depuis que l'année dernière, je sais plus exactement. Depuis que Klaus Schwab Depuis Klaus Schwab a démissionné, je crois que c'était en avril parce qu'il y avait des enquêtes sur 2025, lui. voilà. Eh bien, il a fait l'intérim. Et depuis que la fin de l'enquête a abouti, qui a blanchi Klaus Schwab, il est parti. Mais il est toujours au conseil il est toujours président de GESDA. GESDA, c'est la fondation privée c'est Geneva Science and Diplomacy Anticipator. Donc, c'est l'anticipateur de science et de diplomatie qui a été fondé par l'État suisse et l'État de Genève et qui met en place plein d'objectifs transhumanistes. J'en avais fait une émission, j'en avais fait une chronique en octobre 2022. Donc, c'est le président de GESDA. Il a été président de Nestlé donc pendant au moins 12 ans. C'est lui qui a considéré, qui a dit que l'eau était un bien marchand comme les autres en 2005. Ouais. Et d'ailleurs, il a un mandat auprès de l'ONU pour l'eau. D'ailleurs, on peut aller le voir sur son CV. Je veux pas te faire trop dériver de ton sujet. Non, mais on avait parlé des conflits d'intérêts et je trouve que c'est important. Oui, voilà, justement, c'est ça. Tu vois, là, par exemple, il est fondateur et président du groupe des ressources en eau 2030, un partenariat public-privé constitué à la Banque mondiale. Parce que nous, on est touchés de plein fouet par cette affaire. Il faut rappeler l'affaire Nestlé, nous, qui a éclaboussé Alexis Kohler, etc. Ouais. Et quand on sait que Macron, quand il a été à Rothschild, à la banque, il a fait faire une fusion-acquisition entre Pfizer et Nestlé, qui s'est pris une sacrée plus-value dessus, et qu'on voit aujourd'hui tous les conflits d'intérêts, mais démentiels. Donc ça rentre dans le sujet, quoi. Tout à fait, tout à fait. Donc pour finir avec les portes tournantes, si on retourne, c'est ici, voilà. Après Peter Brabeck, on a je suis pas sur la page. Oui, non, c'est ça. Mauro Poggia, non, mais ça, c'est toutes les sources que j'ai mises sous celle de Nexus. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Pourquoi je la trouve pas? C'est pas grave. On va. De toute façon, vous irez voir parce que sinon, si on passe toute la nuit là-dessus, ça va être beaucoup. Bien sûr. Donc, on peut arrêter le partage. Et pour l'OMS, oui, je voudrais encore parler un petit peu de Gavi et après on change de sujet. Gavi, donc c'est l'alliance vaccinale fondée par Bill Gates en janvier 2000 avec l'OMS, avec l'UNICEF et avec la Banque mondiale, est financée aussi par Google, par Coca-Cola, par Mastercard, par Visa, par l'UBS, donc c'est l'Union des banques, c'est la banque suisse principale, par TikTok, par Shell, par Cisco. Vous avez une soixantaine d'acteurs privés qui financent Gavi. Gavi est financé par tout ça? Attends, je vais te montrer. Tu peux y aller. C'est incroyable. Tu peux partager. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors, profil des donateurs sur le site de Gavi. Hein, c'est pas de la fake news. Vous avez 56 pays ici, dont la Russie. Et vous avez ici les entités privées. Alors, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit Coca-Cola ici. Ouais, tu nous as parlé de Shell Google. aussi. Ouais, Google. Tu nous as parlé de Shell International, de Visa Foundation, ouais. UBS, Visa, Mastercard, TikTok. Où est-ce qu'il est TikTok? Il est ici. BlackBerry. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cisco. Il y a Orange. Procter & Gamble. Voilà, je vous laisse choisir. Ouais. Après, la Fondation Rockefeller Foundation, évidemment, je l'oublie toujours. Après, on se demande où est-ce qu'il va notre pognon, mais c'est pas étonnant. Voilà. Hein. Maintenant, on sait. Voilà. En partie. Et après, on dit que je fais de la désinfo. Je suis connue pour la désinfo, la désinfox ou je sais pas quoi. Peut-être que moi, on va m'accuser de désinformation si je fais de la lecture audio du site internet. C'est ça, en fait. C'est un truc de fou. Ouais. Voilà. Donc, tu peux arrêter le partage. Tout ça, tu mettrais dans le. Écoute, déjà, merci pour toutes ces infos parce que même moi, j'en apprends. Hein. Non, mais c'est le but. Hein. Mais non, mais mine de rien, faut rendre à César. Vous savez qui est le. Je vais encore te demander de partager et comme ça, vous pouvez vérifier. Qui est le président du conseil d'administration de Gavi? Je vous laisse regarder. José Manuel Barroso, l'ancien président de la Commission européenne. Et à Goldman Sachs aussi. Exactement, c'est un bébé Goldman Sachs. Oui. Voilà. Et il était Premier ministre, d'ailleurs. Oui, du Portugal. Du Portugal. Je
crois que c'est juste après Antonio Guterres, ou alors c'est le contraire. Ouais. En tout cas, ils se sont suivis. Antonio Guterres est le secrétaire général de l'ONU, hein, je rappelle. Hein. Oh la vache. Donc, ils ont été l'un après l'autre premier ministre du Portugal. Donc Ça on n'a comprend sûrement bien aucun que rapport. Gates et les autres ont acheté tout le monde, quoi. Mais Voilà, alors, comment tu expliques voilà, tu peux en fermer. une minute ce que Trump a fait récemment à la Tu peux arrêter Maison de parler. Blanche? En tout cas, il a reçu dans un grand dîner fastueux Gates, Zuckerberg, etc. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Tu peux arrêter le partage et après je te dis. Oui, Voilà. En fait, moi, je suis pas dans l'intimité de de Trump, mais ça m'a choqué, je l'ai publié, qu'il convie 33 big boss de la big tech, hein, dont 33, hein, je les ai comptés, il y en ouais, avait 33, en tout cas dans ceux qui sont annoncés, comme les degrés, ouais. dont Bill Gates, dont Mark Zuckerberg et tant d'autres. Satella, le patron de Microsoft. Je sais plus le nom exact. Enfin bon, bref, je l'ai mis dans mes publications. Attends, je vais juste vite le regarder parce que j'aime bien être exact. Satya Nadella, je crois. Donc je vais mettre Gates Trump dans mon canal Telegram et je Mais ce qui retrouve. est bien, c'est que tu lâches jamais, parce que quand tu sais Ah non, pas je un truc, lâche un pas, peu moi. comme moi, non, mais c'est bien parce que, mais non, mais Je voilà, lâche vous rien. avez, je rappelle aux auditeurs, vous êtes presque 900 en direct, hein, vous partagez l'émission partout parce que là, en plus, on fait un degré en plus, hein, un niveau en plus, c'est que là, on a des sources, on a tout. Sur le site de Chloé, vous avez les sources par centaines suivant les vidéos, etc. Voilà, donc ouais, Mark Zuckerberg, Bill Gates et 31 autres big boss de la tech avec, ouais, alors, Donc les 33 plus grands patrons, il y a Sergey Brin qui est le cofondateur de Google avec Larry Page. oui, Il y en a d'autres. Hein. Si on va sur le site de la Maison Blanche, hein, il n'y a pas plus officiel. Hein, excusez-moi du bien peu. sûr, c'est pas complotiste. Vous avez donc les noms. Vous avez certains noms. Vous n'avez pas tous les noms, mais après il y a un autre article que j'ai mis en Sam dessous. Il y a plus de Altman, noms. ouais, Sam Altman, ça me parle. Ouais. OpenAI. Vous avez Sergey Greg Brin, Brockman. Vous avez Safra Catz, la Tim PDG Cook, d'Oracle. Apple, Le PDG d'Oracle. Tim Cook, Satya PDG Nadella. d'Apple. Ouais. Voilà, Satya Nadella, président directeur général de Microsoft. Vous avez Sundar Pichai qui est à Alphabet. Donc Alphabet, c'est la maison mère de Google et de YouTube. Vous avez AMD, alors ça je connais pas AMD, et Meta, Mark Zuckerberg. Et vous avez, si je reviens sur mon canal Telegram, je crois que c'est dans Gala que j'avais vu plusieurs profils, des profils plus actifs. Non, c'était pas là, pardon. Ouais, parce que souvent je mets plusieurs sources parce qu'elles se complètent. Peut-être dans Fortune. Ça c'est l'article des 5. Voilà, le J'imagine 33. le temps que tu peux Voilà. y passer. Mais ça, c'est un temps, voilà. Pour faire une publication, il me faut au moins 1 heure. Alors, c'est pour ça que je publie pas autant que d'autres, mais au moins, Ouais, mais au moins, c'est sourcé et c'est fiable, quoi. est-ce que tu as remarqué que certaines sources que tu avais postées avaient disparu? Oui, tout à fait. Ça arrive de plus en plus fréquemment? Alors, ça arrive, je sais pas si c'est de plus en plus fréquemment parce qu'il y a toujours eu. Mais par exemple, quand j'ai été voir sur Jérôme Salomon et son appartenance à United, j'avais déjà été sauver le lien par le biais de Wayback Machine, donc archive.org. Et quand j'ai cliqué tout à l'heure, tous les liens ont été effacés sur archive.org concernant ce lien-là de l'appartenance de Jérôme Salomon à United. Ah oui, Musk était absent du dîner, c'est vrai. Voilà, il a été invité, mais il n'est pas venu. Et c'est là que voilà, on parle des 33 dirigeants. Ok. Voilà. Donc tu peux éteindre le. Ouais, voilà. Okay. Parfait. Voilà, donc on a le tournis. Hein. Mais ce rendez-vous, cette table ronde, je ne sais pas. Je crois quand même qu'il est assez féru de technologie, Trump. Donc, je ne sais pas dans quel sens il a fait cette réunion. Moi, je ne crois pas qu'il soit vraiment contre les buts transhumanistes et intelligence artificielle et technologique de l'agenda 2030. Hein. Pour ce qui est la vaccination, etc., je pense qu'avec Robert Kennedy, on est bien, on est mieux qu'avec quelqu'un d'autre. Mais pour ce qui est de la tech, je suis pas sûre qu'on soit sorti de l'auberge. Là. Bon, alors voilà, ça c'est par rapport à l'OMS. Est-ce que vous avez des questions dans l'Assemblée? J'ai fermé le chat, donc ouais, mais toi, moi, j'ai pas de... Non, termine plutôt ce que tu as à me dire. J'ai encore 2 choses par rapport à l'OMS. Il y a l'exercice mondial qui a été fait, l'exercice de pandémie et de coordination mondiale. Ils disent que c'est la première fois qu'ils font un exercice avec une telle ampleur de coordination mondiale, avec 15 pays, qui a été fait en avril 2025.
organisé par l'OMS. C'est l'exercice Polaris. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais parfois il faut répéter parce qu'on ne voit pas tout. Polaris, d'accord. Polaris. Avril 2025. Ouais, 4 et 5 avril 2025, je crois. Oh putain, ça sent pas bon ça. Ça sent pas bon. Parce que En Suisse, ouais. 18 octobre 2019. 19, ça fait 5 mois. 5 mois avant. Ouais. Ouais. Donc avril plus 5, ça fait septembre. Oups. Voilà. Ouais. Et puis il y a autre chose. Attends, c'était quoi que je voulais dire 15 pays, putain, c'est quand même. Ah mince, ça m'échappe maintenant. Ah oui, la Suisse a mis en place une plateforme numérique pour déclarer les pandémies, les prochaines pandémies, en juillet 2025. Elle était toute fière. Le gouvernement suisse, ça fait partie de mes publications. Attends, si j'y retourne. Plateforme numérique pandémie. Hop, on va voir. Et cette en Suisse que ça a eu lieu, Polaris En Suisse. Polaris, non. Attends, c'était où Polaris? Je ne sais plus. Attends, je vais regarder. Bouge pas. Ouais, à ce moment-là, parle-nous un peu de Polaris quand même, parce que si ça a été avec la fondation Bill et Melinda Gates, comme l'événement 201 et tout le bordel. Alors, ça n'est pas spécifié. Je crois pas enfin, en tout cas, officiellement, est-ce que ça a été marqué? Le 4 avril. Exercice Polaris, ouais. C'est l'OMS, hein. C'est l'OMS qui a rassemblé, donc je pense que c'était à Genève. Mike Ryan. Montrer qu'il est possible de faire lorsque les pays opèrent de façon urgente et unie. Ouais. Si on va dessus, rassembler des pays, est-ce qu'il parle de la Fondation Gates? 4 avril 2025, ouais. Donc il y avait l'Allemagne, le Canada, la Colombie, le Costa Rica, le Danemark, l'Éthiopie, l'Irak, le Mozambique, le Népal, l'Ouganda, le Pakistan, le Qatar, Royaume-Uni, Royaume d'Arabie Saoudite, Somalie, Ukraine. Mais est-ce que Gates est mentionné? Non, il n'est pas mentionné. Mais bon, Gates finance l'OMS, donc fatalement, il est dedans. Hein. Ouais. Voilà. D'accord. Tu peux couper. Voilà. Ok. Voilà, donc les dernières nouvelles. Peut-être il y a un peu beaucoup d'infos, mais tout ça, je vous le résumerai. Enfin, je mettrai les sources. Voilà. Quant à la Suisse, dans l'Union européenne, c'est une vidéo que j'ai faite, la chronique que j'ai faite dans Libérer l'info il y a un mois bientôt. Ça s'appelle La Suisse au cœur de la mafia européenne. Et j'ai fait un PowerPoint qui correspond, où on explique les différentes étapes. Donc ça, c'est le PowerPoint. Oui, parce que en fait, on veut faire entrer la Suisse dans l'Union européenne et la Suisse refuse pour l'instant. Pour l'instant, elle refuse. Alors, je vous refais un petit peu l'historique, les dates importantes. C'est déjà en 1963, ça je l'ai pas écrit là, mais il est plus haut. La Suisse intègre le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est vraiment la cellule souche de l'Union européenne qui a été créée juste après l'OTAN. Je crois que c'est un mois plus tard, en mai 1950. Et c'est un conseil qui réunit les pays de presque tous les pays, 46 pays. Donc, il y a 50 pays dans l'Europe géographique, 46 pays de l'Europe géographique et non pas Union européenne. 46 pays et qui a été fondé par 10 pays fondateurs. La Suisse, donc en 1950, et la Suisse est arrivée en 1963. Le Conseil de l'Europe, c'est par exemple l'entité qui a déclaré en janvier 2021 que la vaccination obligatoire n'était dérogée aux droits fondamentaux. Donc, parfois, il y a des choses qu'elle déclare qui sont tout à fait informatifs et pas du tout contraignants, hein, contrairement au RSI, mais qui sont intéressants. Il faut savoir aussi une chose, c'est que le Conseil de l'Europe a un nouveau secrétaire général depuis septembre 2024, depuis un an, qui n'est autre que l'ancien ministre de la Santé suisse, Alain Berset, qui a été au gouvernement suisse pendant 12 ans, depuis 2012, et à qui on doit la loi sur les épidémies, qui est maintenant en train d'être mise en compatibilité avec l'OMS, et la loi Covid, par exemple. Toute la gestion du Covid. Voilà. Donc, il est à la tête du Conseil de l'Europe. Maintenant, on est au Conseil de l'Europe depuis 1963, et en 1961, le gouvernement suisse a déposé une demande d'association avec l'Union européenne, enfin la CE à l'époque, parce que l'Union européenne date de 1992, et à l'époque, ça ne s'appelait pas encore l'Union européenne, pour faire un accord de libre-échange qui a été accepté par le peuple 11 ans plus tard, en décembre 1972. Et puis, en 1992, la Suisse a demandé à adhérer à ce qu'allait devenir l'Union européenne. Sauf que cette fois, le peuple a dit non à 50,3%. C'est pas passé loin quand même. Hein. C'est pas passé loin. C'est vraiment pas passé loin. Mais en
En France, Voilà. nous, on a voté Maastricht à pas loin non plus, hein. Bah, vous avez voté oui, et puis surtout, quand on vous a demandé si vous étiez d'accord avec la Constitution européenne en 2005, vous avez dit Tout non. à fait. Alors Et ça, puis, oui. ça a été somptueusement Mais ignoré. il faut savoir qu'en 92, Mitterrand a utilisé sa maladie comme instrumentalisation du vote aussi, hein. Ah, intéressant. Ça, je savais pas. En quelque Ok. sorte, ça c'était en filigrane. Ok. Donc voilà, la Suisse a failli faire partie de l'Union européenne et, vu qu'elle n'en a pas fait partie, elle a négocié avec l'Union européenne une première salve d'accords bilatéraux. Il faut savoir qu'il y en a 3 en tout. Il y en a en tout cas 2 qui sont adoptés, puis un troisième qui arrive. Ça, c'était en 1999, juste avant 99, juste avant l'an 2000, que le peuple suisse a approuvé à 67%. Donc, c'était des accords bilatéraux qui mettaient déjà la Suisse en dépendance de l'Union européenne au niveau de la libre circulation des personnes, des transports terrestres et aériens, de tout ce qui est douane, des marchés publics. Donc, la Suisse peut se servir partout et la France et les pays membres de l'Union européenne peuvent aller chercher des entreprises suisses, un petit peu comme si on était dans le même pays. Au niveau de la recherche, déjà, depuis 1999, et de l'agriculture. Ça, c'est les premiers sujets, les premiers domaines dans lesquels la Suisse s'est intégrée à l'Union européenne. Et puis, figurez-vous qu'une initiative a été mise en place et qui a été refusée, heureusement, par le peuple suisse en Très largement, 2001. hein. Là, on l'a bien refusé à 77%. Donc, c'était oui à l'Europe. Nous, on a dit non à l'Europe, enfin non à l'Union européenne. D'ailleurs, il y a toujours un amalgame qui se Je fait entre. constate quand même que l'Union la européenne et l'Europe. participation, c'est que 55%, hein. Avant, Ah, mais ça, c'était c'est dans les grands moments. Ça, c'est dans le meilleur des cas, hein. En général, c'est entre 40 et 50%. D'accord. Ouais, ouais. Mais on fera peut-être une émission sur la démocratie suisse. J'ai déjà fait plusieurs conférences D'accord, là-dessus. ouais, bien sûr. Ça vaut le coup de comprendre un petit peu comment ça marche. Absolument. Ensuite, les accords bilatéraux 2. Donc ça, c'est les deuxièmes accords qui nous relient à l'Union européenne. 2002, début des négociations, juste après l'échec de l'entrée dans l'Union européenne de la Suisse pour la deuxième fois, hein. Vous vous rappelez, en Suisse, quand on vote pas comme il faut, on revote, hein. C'est comme pour l'identité numérique, là, dans quelques jours, le 28 septembre, on est amené à revoter alors qu'on a déjà refusé l'identité numérique en Suisse. Et puis alors, en 2004, jusqu'en 2009, les accords bilatéraux ont été soumis au peuple. Ils ont compris, hein, pas fou les bourdons, hein. Ils n'ont pas mis au vote tous les accords en même temps. Ils les ont mis un par un pour que le peuple, pour que les gens adhèrent à ces accords sans être trop frustrés ou trop choqués, trop brusqués dans leur processus d'adhésion. Donc en 2009, tout le saucisson a été avalé et ils ont adopté ces 6 autres accords, enfin ces accords qui concernent 6 autres domaines, parce qu'il y en a bien plus que 6 en plus. Ça concerne la fiscalité de l'épargne, donc les impôts sur l'argent qui sont dans nos comptes d'épargne, la libre circulation dans l'espace Schengen. L'espace Schengen, c'est vraiment l'espace dans lequel on est, la Suisse, qui nous permet de ne pas avoir de contrôle. Enfin, c'est pas vrai, parce qu'en fait, on a une douane avec la France, par exemple, et on a quand même des contrôles, mais en théorie, ils peuvent pas nous empêcher d'aller d'un pays à l'autre quand on fait partie de l'espace Schengen. Et les accords de Dublin qui concernent les migrants. Vous savez, c'est le premier pays dans lequel le migrant arrive qui décide s'il doit entrer ou pas. C'est là qu'il est bloqué. Donc, on fait partie des accords de Dublin depuis 2009, en fait. Enfin, depuis, en tout cas, les années 2000. Tout ce qui concerne les services, tout ce qui concerne la culture et le cinéma, qui s'appelle média, mais qui n'est pas tout à fait que sur le média. Tout ce qui concerne l'enfance et l'éducation, et aussi les pensions avec les retraites. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que nos fonds de retraite, depuis un an, sont gérés par le fonds d'investissement State Street, qui est un petit peu un cousin de BlackRock et de Vanguard. Voilà. Ensuite, il y a eu un accord cadre institutionnel qui a failli s'implanter en 2021, mais qui a été refusé, qui a été négocié pendant 7 ans, 2014 à 2021, et qui permettait de chapeauter tous les accords déjà signés, qui permettait de ne pas devoir les réactualiser, parce que les accords, en fait, ils ont une durée de vie, ils sont pas éternels, et à chaque fois, le Conseil fédéral doit les réactualiser, doit les ratifier, etc. Donc là, il voulait, avec le peuple, et avec en tout cas l'Assemblée fédérale, là, il voulait faire un accord général qui permette de ne plus devoir mettre à jour les accords qui se créent, qui se modifient au fil de l'évolution de l'Union européenne. Mais il y a eu une grosse opposition populaire et il n'est pas passé en 2021. Et depuis 2022, Macron d'ailleurs veut accélérer l'accord, le nouvel accord. Depuis 2022, la Suisse renégocie avec l'Union européenne pour un
paquet d'accords. Alors là, je vous ai mis des exemples de lois qui étaient européennes dans lesquelles on allait tomber si on adhérait à l'Union européenne. Mais le paquet d'accords, c'est les accords bilatéraux 3, donc c'est la troisième salve, avec en particulier un accord sur l'électricité, sur la santé et sur la sécurité alimentaire. Et là, on en revient à l'OMS qui chapeaute la sécurité alimentaire, ce qu'ils appellent sécurité alimentaire. Donc, autrement dit, on nous dit quoi manger. L'abattage de tous les troupeaux de vaches récents n'est peut-être pas étranger à cette sécurité alimentaire. La farine de grillon non plus. Enfin, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, l'intégration de la Suisse au niveau de l'électricité, de la santé et de la sécurité alimentaire est nouveau. Tout ça, c'est nouveau. Et est-ce que le... Oui. Pardon. Vas-y, Non, non, vas-y. termine. Non, termine, vas-y. L'accord a été finalisé en le 20 décembre 2024, sans notre accord, pour l'instant. Mais il doit encore être ratifié par le Parlement et par le peuple. Vas-y. Est-ce que le fait que la Suisse possède les plus grandes institutions internationales du monde ainsi que les grandes banques ne favorise pas aussi son entrée dans l'Union européenne? Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est un petit peu un joyau, la Suisse. C'est-à-dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était soi-disant neutre, mais j'allais dire la Suisse, c'est un peu le Vatican, mais en plus grand et avec toutes les institutions. Parce que pour être allé une fois à Genève il y a 10 ans à la RTS, à l'époque où j'ai connu Monsieur Rochebin avant ses affaires, rapidement, très rapidement d'ailleurs, mais je me suis dit, putain, c'est une mégalopole en fait, Genève, quoi. C'est un truc, tu fais 3 kilomètres, tu as déjà 15 institutions différentes. Et d'ailleurs, ça en est presque effrayant parce qu'on se dit comment un si petit espace, en fait, pour moi, c'est le Israël de l'Europe, la Suisse. C'est un peu ça. On a officiellement 43 organisations internationales à Genève. C'est quand même incroyable. Même à Paris, on n'a pas autant de trucs, quoi. Je rappelle que la BRI aussi est en Suisse, à Bâle, donc pas à Genève, la Banque des règlements internationaux. Ah oui. C'est la banque centrale des banques centrales. C'est celle qui chapeaute toutes les banques centrales dans le monde. D'accord. Il faudra qu'on fasse une émission sur la démocratie suisse et sur les institutions, etc. Parce que je pense que ça serait... Ouais. Alors, ouais, juste pour le souvenir, attends, c'était où? Attends, bouge pas. Non, vas-y, dis-moi. Non, mais déjà, merci pour toutes ces infos parce que j'en savais un paquet quand même sur l'OMS, mais j'ai l'impression qu'on redécouvre à chaque fois. Et je voudrais que ceux qui nous regardent ce soir, surtout, prennent conscience. Alors moi, avec les lectures audio, je vais ajouter un petit peu mon grain de sel avec les différents... C'était la Charte des Nations Unies tout à l'heure que je cherchais. Là, j'ai noté toutes les lectures à faire entre accord de Schengen, entre traité, accord pandémie, etc. Parce qu'en fait, ça, ce sont des mines que vous pouvez partager en famille avec des collègues de bureau, etc. Il y a des trucs qui peuvent s'écouter en une demi-heure sur la route. Et maintenant, quand vous verrez un texte, là, tout à l'heure, j'ai vu, tu avais mis une source de la Constitution de l'OMS, comme je l'ai lu cet après-midi, sur la définition de la santé, parce que c'est pareil. La perversion du langage, c'est de mettre la santé sexuelle, c'est de mettre la sexualité au cœur de la santé. Donc, on voit bien, si on n'est pas vigilant, on comprend pas pourquoi on subit les VARS, les VRAS et toutes ces conneries, quoi. C'est ça. J'ai fait toute une conférence sur les standards de l'éducation sexuelle là, en 2023 et en 2024. Il y a aussi tous les détails de ce type. J'aime bien aller creuser d'aller voir les mots qui sont employés. La sémantique, absolument. La sémantique, c'est très important. Parce que tout est dit, en fait. Vraiment, tout est dit. Ça, c'est ce que contient l'accord, donc le troisième, les bilatérales 3, le paquet d'accords qui doit être ratifié et qui doit justement, déjà en novembre, être ratifié sur une partie des accords. Donc, en novembre, seront ratifiés Horizon Europe, donc c'est le programme de recherche de la Suisse, de l'Europe, mais dans lequel la Suisse veut participer, auquel la Suisse veut prendre part. On a Erasmus, on a Euratom, donc c'est tout ce qui concerne l'énergie atomique, et on a Digital Europe. Alors ça, je vais vous montrer, c'est les 3 accords qui doivent être signés, qui doivent être approuvés en novembre. Donc là, c'est marqué, l'accord, ça c'est le site de la Confédération suisse. Les programmes de l'UE, donc c'est Horizon Europe, la recherche, Euratom et Digital Europe sur l'Europe digitale.
qui entrerait en vigueur au moment de la ratification, mais qui pourrait déjà être appliqué à titre provisoire après la signature prévue en novembre. Donc, ces 3 programmes seront rétroactifs au 1er janvier 2025, après la signature pour ces 3 programmes de novembre. Pour ce qui est de C'est marrant comme la rétroactivité est à géométrie variable quand même. complètement. C'est incroyable. Oui, quand ça les arrange, c'est toujours. Horizon Europe, c'est sponsorisé par Édouard Philippe ou Alors très possible Horizon. Et que son poste ouais, c'est vrai en plus. Les mots sont importants pour eux, alors il faudrait qu'on vérifie. C'est une boutade, mais si ça se trouve. Pourquoi pas? Tu as peut-être raison, il faudrait qu'on regarde. L'accord d'après l'article de notre agence télégraphique suisse, donc c'est l'agence de presse suisse, entrera en vigueur au plus tard en 2028 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Ça, c'est ce que j'ai dit avant. Et ce qu'a fait le NZZ, c'est vraiment le média de la Suisse alémanique. Il a fait une enquête, ce média a fait une enquête sur justement ce paquet d'accords qui est en train d'être ratifié un petit peu sans nous, et qui dit que finalement l'UE décide et la Suisse applique. C'est vraiment une mise sous tutelle complète de la Suisse dans l'Union européenne. Donc en fait, la Suisse est déjà dans l'Union européenne avant même qu'elle soit officialisée comme telle. C'est en train de se faire, oui. Voilà. Donc c'est à nous de. En même temps, Chloé, entre nous, si tu as Davos, si tu as toutes ces institutions qui sont déjà en relation permanente avec von der Leyen et qui même la chapeautent indirectement, limite, comme disait Schwab, ça sert à quoi de faire des élections quand on connaît déjà le résultat? C'est ça. Non, mais j'aimerais bien retrouver cet extrait d'ailleurs. J'aimerais bien aussi parce que j'ai voulu la retrouver, impossible. Alors peut-être dans l'excellentissime reportage de Camille Adam que je salue, qui s'intitule Au nom de l'Europe, que je te conseille de voir. Il dure 3 heures. Tu tapes sur YouTube Au nom de l'Europe. J'en ai beaucoup parlé dans l'émission du 29 mai dernier pour les 20 ans du référendum avec Cheminade, Jean-Frédéric Poisson et Sylvain Baron, puisque j'ai diffusé beaucoup d'extraits de ce documentaire. Franchement, il n'y a rien acheté dans l'histoire. Alors j'avais invité Camille Adam pour faire une émission, mais il préfère se préserver, surtout qu'il a dû se faire financer aussi, et voilà. Et il prépare un autre documentaire en plus. Mais en tout cas, il m'a donné l'autorisation de reprendre son documentaire pour le partager. Mais voilà, dans ce documentaire-là, il y a beaucoup de choses, mais bon, je suis pas sûr qu'il y ait Schwab. Mais bon, voilà. Alors, il faudrait qu'on trouve surtout la source originale parce que on trouve des fois des extraits, mais ça peut être des extraits tronqués, ça peut être des extraits falsifiés, on sait jamais. Moi, j'aime toujours bien retrouver. En tout cas, si certains dans le public retrouvent l'extrait, envoyez-le à Chloé, envoyez-le à moi. Comme ça, on le garde en archive. Donc, redis quelle phrase il a prononcée? Il a dit, de toute façon, dans les années à venir, les élections sont à remettre en question parce que à partir du moment où on connaît déjà le résultat par avance, j'ai plus la phrase exacte, mais c'était ça l'idée, quoi. Est-ce que les élections sont encore nécessaires lorsqu'on sait déjà par avance le résultat? Voilà. Ok, donc si on retrouve volontiers, vous m'envoyez. Là, c'est la page dans laquelle j'avais décrit, c'est le gouvernement suisse, c'est la page officielle, les 24 domaines dans lesquels la Suisse a un accord avec l'Union européenne. En tout, il y a 120 accords. 120 accords. Et juste pour finir avec la Suisse et l'Union européenne, je vous montre une image qui parle toute seule. C'est la présidente actuelle, parce que nos présidents, ils tournent. C'est un par an. Chaque année, ça change. C'est Karine Keller-Sutter, qui est avec, je ne la présente plus, Ursula von der Leyen, avant Davos. Donc, c'est marqué dans cet article de l'agence télégraphique suisse, donc l'agence de presse suisse, que les 2 femmes se sont rencontrées en privé 1 heure environ avant l'ouverture officielle du WEF à Davos. Donc, Karine Keller-Sutter, présidente de la Suisse 2025, dit « J'ai expliqué à la présidente de la Commission européenne le processus politique de la Suisse avec la consultation et le Parlement. » Ben oui, parce qu'en Suisse, il y a encore un tout petit peu de démocratie, donc Ursula n'est pas au courant de ce que ça veut dire, mais donc elle lui explique un petit peu comment ça marche quand on consulte un peu les représentants. Et puis, il est indiqué dans cet article, le Conseil fédéral a indiqué la semaine dernière vouloir soigner ses relations avec l'UE lors du Forum économique mondial à Davos. Voilà. Donc, on peut fermer, tu peux fermer le partage. On revient nous deux. Donc, voilà où on en est par rapport à l'Union européenne. Et puis, une autre chose que je voulais encore dire avant qu'on se quitte, c'est que l'UER, ça c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Alors, c'est aussi l'université d'été résistante, l'université d'été rassemblante, l'université des rigolantes. Donc, on a été là, j'étais à Castres. D'ailleurs, on aurait bien aimé te voir aussi, Nicolas.
Mais C'était il y ouais, a mais 4 j'étais pris ailleurs, alors peut-être en 2026, on verra. Donc l'UER, c'est aussi l'Union européenne de radio-télévision. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une alliance de tous les médias publics de l'Europe, mais pas seulement l'Union européenne. Hein. C'est 56 pays. Je vous ai dit tout à l'heure que l'Europe physique, l'Europe géographique, elle compte 50 pays. Il y a 56 pays dedans, donc c'est l'Europe élargie. Hein. Il y a les pays du Maghreb, donc Maroc, Tunisie, Algérie. Il y a Israël dedans aussi. Et donc en tout, ça aussi j'ai déjà mis en source, mais je vous le remettrai. Vous avez 56 pays et vous avez à sa tête Delphine Ernotte, qui n'est autre que la présidente de France Télévisions depuis 2020. Et vous savez où est le siège de l'UER? Il est en face de Gavi, à Genève, en face de Gavi, le trottoir d'en face, au fond du parc où j'étais quand j'ai fait la vidéo. Ouais. Qu'est-ce que fait Delphine Ernotte là-dedans, puisqu'elle est déjà à France Télévisions? Elle est nommée depuis. Attendez, je vais vous retrouver. Ne partage pas encore, mais je vais vous le montrer. Non, vas-y. Elle est nommée depuis. Attends. Eh ben, dis donc. Depuis 2020, je vais voir. C'était. Attends, voir. Depuis octobre 2020, si vous allez sur le profil de Delphine Ernotte, donc Wikipédia, c'est la page Wikipédia. Vous avez, depuis donc début octobre 2020, elle est élue à la présidence de l'Union européenne de radio-télévision pour une prise de fonction 1er janvier 2021. Donc ça fait 4 ans et demi qu'elle y est, quoi. Voilà. Et là, vous avez donc 113 organisations membres, 56 pays d'Europe, d'Afrique du Nord, du Proche-Orient. Donc dedans, il y a France Télévisions, il y a la télé suisse, il y a la télé italienne, il y a Rai, il y a la télé espagnole, il y a la BBC, il y a tous les médias publics que vous connaissez de tous les pays européens qui sont évidemment en collaboration avec les grands médias publics aussi des autres États, du Canada, des États-Unis, d'Australie et autres. D'accord. Ah oui, donc forcément, en plus de France Télévisions, elle chapeaute le reste. Ouais. Eh bien, écoute, en tout cas, merci infiniment, parce que toutes ces informations, c'est bien parfois de rabâcher. Tant mieux si les gens n'ont pas appris grand-chose ce soir, mais je pense que c'était très instructif. C'est déjà ça. Merci d'avoir... Je pense qu'il y a pas mal de choses que je ne pense pas que tout le monde sache. Non. Notamment le lieu géographique des sièges de toutes les petites choses intéressantes qui chapeautent nos vies. Voilà. Il faudrait faire une géopolitique des institutions. C'est comme à Paris, j'ai découvert que BFM TV, RMC, etc., c'était dans une immense tour de verre face au ministère des Armées, par exemple, dans le 15e arrondissement. Et il n'y a pas l'inscription BFM sur le bâtiment. Il n'y a rien du tout. Je l'ai su quand j'y suis allé sur BFM Business. C'était en 2019, en avril, une semaine avant l'incendie de Notre-Dame. J'y étais. Voilà. Et comme je cherchais un parking pour me garer parce que j'étais en voiture, je me dis, bon, c'est peut-être un parking. Et en fait, c'était le ministère des Armées. Je me dis, tiens, sur le plan géopolitique, c'est intéressant quand même. Il y a un côté militarisé dans tout ça. Ouais. Et d'ailleurs, on se rappelle aussi que le ministre, en tout cas en Suisse, le ministère de la Santé est aussi le ministère de l'Intérieur. Donc, il y a toujours une corrélation entre notre bien-être et la militarisation, les armes, la surveillance, etc. On va faire une définition de la santé militaire, ça continue. Voilà, c'est ça. Écoute, en tout cas, merci Chloé pour toutes ces précisions. Merci d'avoir fourni ce travail colossal. Donc nous, on va en faire bon usage et on va diffuser au maximum. Merci aux presque 1000 personnes qui étaient là. Et on n'oublie pas. C'est à vous. Et je vous rappelle, donc les prochaines dédicaces, vous allez sur mon site chloéframery.ch à l'agenda. Et vous voyez toutes les dates. Et je serai à Paris le 25 octobre à la Librairie Française et le 15 novembre à l'Agora des Livres. Je ne sais plus l'adresse, mais je l'ai mis sur mon site de toute façon. Donc voilà. Super. Bah, écoute, merci à toi. Merci à tous. Bonne soirée. Merci de nous avoir accompagnés cette semaine. Et merci encore, Chloé, d'avoir été là pour la 400e aussi. Voilà. Et puis, très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Merci, Chloé. À bientôt.